Bonjour, bienvenue de retour pour la deuxième partie de cette journée suisse de la vidéo numérique. Deuxième plateau sur la communication interne et l'événementiel. Avec nous autour de cette table, toujours Michel Croibier, qui est le directeur général et fondateur de Dotcast et organisateur de cette journée. Avec nous également Charlie Freffel. Bonjour à vous. Charlie Freffel, qui est directeur de Xtendix. Avec nous également Luc Serrano, auteur et réalisateur. Nous retrouvons également Jacques Lacour, qui est responsable vidéo auprès de la banque Pictet. Et une personne qui nous a rejoint pour cette nouvelle table ronde, François Vito. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur technique de la télévision régionale Val-d'O-Fribourgeoise. Bienvenue à vous tous sur cette question de la communication interne d'abord et puis de l'événementiel. Michel, d'abord, avant d'entamer le sujet, on rappelle que les internautes peuvent communiquer en direct avec nous. Absolument. Donc pour tous les gens qui nous suivent en ligne, sur leur écran, ils ont une petite flèche sur la droite de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre de chat, de discussion. Vos messages apparaîtront instantanément sur mon écran et je serai heureux de m'en faire l'écho auprès de nos intervenants. Également, les personnes qui sont présentes avec nous ici sur le plateau peuvent poser des questions à la fin de l'émission. On aura une petite partie. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà, et puis alors, sur cette question de la communication interne et l'événementiel, quelques exemples concrets. D'abord un exemple, Michel, que vous vouliez nous donner sur l'IBU, l'Union Européenne de Radiodiffusion. Oui, alors l'idée c'est qu'on présentait très rapidement l'Union Européenne de Radiodiffusion. C'est un organisme de gestion de news qui reçoit des images, des vidéos de news et de sport de la planète entière, de toutes les chaînes de télé du monde, qui les traite, qui les documente et qui les redistribue auprès des chaînes de télévision européennes. Et qui produit notamment l'Eurovision, Eurosong maintenant on dit. Et qui produit, mais c'est une toute petite partie de leur activité, qui produit le concours de l'Eurovision qui est assez connu. Donc cette entreprise qui traite beaucoup de vidéos de type broadcast. Broadcast, ça veut dire des vidéos destinées aux télévisions, vraiment des chaînes ou des organismes de presse, était assez bizarrement très peu développée sur le plan de sa communication interne et ils utilisaient assez peu la vidéo sur la communication interne. Là encore, ils avaient construit des îlots technologiques. Une personne avait eu besoin pour faire de la formation. Ils faisaient des vidéos de formation. Voilà. Il y avait des salles de conférences équipées de caméras qui filmaient les interlocuteurs avec des immenses écrans. Mais ceci était que finalement très peu diffusé et puis très difficile à revoir par la suite. Et ceci se perdait. Donc il y avait un ensemble de médias qui étaient malgré tout fabriqués, mais peu diffusés, peu utilisés. Et donc l'IBU nous a posé la question, aidez-nous à unifier tout ça et à déployer une plateforme de communication interne. Donc ça a commencé par une grosse étude de tous les besoins qui pouvaient exister dans l'entreprise. Donc on a couvert la formation, on ira plus en détail dans le e-learning, dans l'émission de 13h45 en début d'après-midi, mais il y avait également des conférences à destination des employés, donc tout ce qui était communication RH, des communications en direction d'autres partenaires. Il y a des fédérations sportives qui sont partenaires de l'IBU, qui déploient des plateformes vidéo basées sur les outils de l'IBU. Il y a également toute une offre de radio, Euroradio. Là, on parle de son seulement, puisqu'on parle beaucoup d'images, mais également de beaucoup de sons. Et donc, la question a été de déployer une plateforme qui unifiait tous ces médias. Donc, il y a eu une grande étude qui a été faite. Ensuite, on a travaillé sur une architecture de solution. C'est-à-dire quelle est l'architecture qui convenait le mieux à l'entreprise. Et on est parti là sur une solution en cloud. Donc, on n'a pas installé de serveur dans l'entreprise. On a utilisé une plateforme numérique en cloud. Et enfin, ce qui était très important, c'est qu'on voulait vraiment intégrer ça dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Donc, quand quelqu'un réserve une salle de réunion avec de la vidéoconférence, l'objectif, c'est que quand dans
l'outil de réservation de salle, on dit je veux aussi une vidéoconférence en live streaming avec des slides qui vont accompagner de manière synchrone la vidéo, eh bien ça se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on a développé les interfaces entre les outils de réservation de salle, qui sont aussi simples que peuvent être des outils type Outlook, qui est très courant dans toutes les entreprises, et on a interfacé ça avec la plateforme vidéo numérique, ce qui fait qu'aujourd'hui, en quelques clics, on peut créer son événement interne, son événement live à l'IBU. Parallèlement à ça, cette plateforme a été conçue de manière très générique pour pouvoir répondre et reprendre tous les besoins des différents domaines. Donc ça a été un travail qui a duré à peu près 1 an d'études et un petit peu plus d'1 an de déploiement. Donc c'est un très gros chantier. Un gros chantier et qui aujourd'hui porte ses fruits. Voilà pour un exemple concret. Un autre exemple concret, on va le prendre avec vous, Jacques Lacour. À la Banque Pictet, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure dans le premier plateau, mais pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, en quelques mots, quelle est l'action de la Banque Pictet sur la question de la communication interne ? Alors, comme toutes les entreprises, on a besoin de communication verticale, des directeurs vers les utilisateurs, vers les employés, de communication transversale. On a parlé de RH, de formation, il faut que tout le monde chez nous soit au courant des produits qu'on a et on a beaucoup de formation qui est très encouragée chez nous. Et puis, comme on est splitté, je disais tout à l'heure, 80 pays différents, on a 26 filiales dans le monde, on est obligé de faire aussi de la communication. Alors on ne fait pas forcément toujours des événements vidéo dans le sens de ceux que vous parliez tout à l'heure, mais on a des systèmes de visioconférence. D'abord parce que c'est très pratique, c'est très immédiat, surtout maintenant avec la téléprésence qu'on déploie de plus en plus. Ça permet d'avoir même plus que simplement un entretien avec une personne. On a vraiment de nouveau une sensation de proximité qui est très importante dans notre métier, qui est un métier de confiance, de dialogue. Et puis surtout, c'est très intéressant en termes de réduction de CO2. Ce n'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui, mais enfin, c'est quelque chose qui est vraiment important, d'éviter que les gens prennent l'avion pour un oui et un non chaque fois qu'il y a quelque chose à expliquer à quelqu'un, un collègue dans le monde. Et pour nous, donc, cette communication est très importante. Voilà pourquoi on développe de plus en plus la communication, sans parler évidemment du premier sujet qui est évident, c'est la communication auprès de nos clients, vers l'extérieur. Sur cette question, on va dire plus de l'événement en direct à présent, Charlie Freffel, vous avez mis en place, vous l'avez dit tout à l'heure dans le précédent plateau, une plateforme pour les différentes vidéos. Sur la question de l'événement en direct, quels sont les éléments principaux à tenir en compte et qui se différencient de la vidéo enregistrée ? Oui, je pense que là, la production, naturellement, c'est un premier aspect à considérer, c'est-à-dire est-ce qu'on a un équipement qui est professionnel, parce que on parle de l'entreprise, c'est pas privé, donc c'est-à-dire il faut assurer la caméra, les lumières, et pour ça, par exemple, les clients qui n'ont pas un studio, ils vont soit dans les chaînes régionales, ils vont faire une vidéo, une présentation, et diffusent ça après à travers l'Internet. Ça, c'est une possibilité. Et ce qui est important, c'est que notre solution, justement, est capable d'enregistrer à travers de l'équipement professionnel. Et pas une webcam qui, par exemple, chacun peut faire une vidéo avec sa webcam, mais il ne pourra pas brancher les systèmes que vous avez ici dans le studio. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, naturellement, il faut assurer à ce que la visibilité de cet événement est assurée, comme on a discuté ce matin. C'est les browsers, les portables, etc. Et là, il faut prendre en considération que certains portables ou bien les smartphones ont aussi des limitations. Par exemple, sur l'iPhone, de faire passer la vidéo et le slide, ça ne sera pas possible parce que c'est pas autorisé. Voilà. Alors donc il y a toutes ces choses à prendre en considération. Et en principe, je crois que ce qui est plutôt le challenge, c'est que pour beaucoup d'entreprises, c'est la première fois qu'ils font du live. Alors pour eux, live, c'est quand on regarde une émission à 8h, c'est live. Et pour beaucoup d'entreprises, ça c'est la première fois qu'ils font, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et ça, il faut prendre en considération, certainement. François Vito, pour la télé, Charlie Freffel évoquait justement sur l'infrastructure que peuvent mettre à disposition des structures professionnelles. C'est le cas pour la télé ?
Alors c'est le cas pour la télé qu'on met à disposition effectivement d'entreprises externes. Les entreprises externes effectivement peuvent de temps en temps avoir besoin d'un studio de cette taille-là pour faire un événement, même un événement en direct. Un événement en direct, alors on peut le faire effectivement. Alors, on va toujours discerner ce qu'est l'événement de la société et ce qu'est notre programme. On ne va pas interrompre notre programme pour faire un événement direct pour une société privée. Il faut toujours qu'il y ait un sens dans ce qu'on diffuse. La diffusion, on doit toujours respecter le modèle de la Confédération et parfaitement neutre. On ne va pas effectivement insérer une opération publicitaire au milieu. Mais effectivement, utiliser le plateau pour une opération de ce type aujourd'hui, on a d'autres types d'opérations. On a eu, par exemple, des sociétés qui viennent faire simplement, qui ont juste envie de faire une réunion avec leurs employés ou avec des clients. Ils viennent sur notre plateau visiter la télé. La télé est toujours un milieu quand même assez magique, heureusement pour nous, qui fait toujours, les gens sont toujours quand même, aiment venir voir les plateaux. On essaie d'être plus ouvert, plus facilement accessible que les grandes télévisions qui n'ont pas forcément les moyens et le temps de le faire. Viennent sur le plateau, font une présentation de chaque employé filmé, on peut leur fournir un DVD derrière, et ensuite font un apéro, leur lunch le soir, comme ils le feraient ailleurs. Tout ça est tout à fait possible, effectivement, sur un plateau comme le nôtre. Michel Croibier. Oui, alors je dirais que quand on parle d'événements en live, en direct pour une entreprise, donc effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. Donc effectivement, on vient de parler de la façon, je dirais, très qualitative d'utiliser un studio de télévision professionnel, des caméramans professionnels, des équipements professionnels, comme on le fait aujourd'hui pour cette journée d'information. L'autre possibilité aussi, c'est de déplacer, de faire appel à une société de prestation de services. On peut se déplacer, aller dans l'entreprise avec quelques caméras, du matériel un petit peu plus léger, et être capable de fournir la prestation en live depuis les locaux de l'entreprise. Avec quelle transmission? Alors, quel biais? On transmet, il y a plusieurs façons de le faire. La principale façon de le faire, c'est Internet. Aujourd'hui, tout ce qu'on réalise en vidéo, on va pouvoir le diffuser sur Internet via les connexions existantes dans l'entreprise. Si jamais ces connexions sont inexistantes ou sont trop faibles pour des questions de bande passante, etc., on va être capable d'amener la connectivité sur place. On est même capable aujourd'hui, même si on veut faire un événement dans un endroit où il n'y a pas de connectivité, on va dire si on est sur un festival, une société souhaite faire un événement par rapport à un festival de musique qui se trouve dans un endroit où on n'a pas la connectivité, là on va même être capable d'avoir des systèmes de satellites, du CASAT. On va pouvoir éventuellement travailler avec des sociétés comme la télé, avec leur carte régie qui leur permettent, en l'absence de toute liaison informatique, de quand même être capable de diffuser via du satellite du live streaming. Donc ça, on peut projeter nos moyens. Qu'on comprenne bien, là, vous nous parlez de liaison satellite via Internet. Oui, c'est le satellite transporte l'Internet, en fait. Et la liaison est très fiable, puisqu'on utilise des systèmes qui sont très redondants. On n'est pas dépendant, par exemple, si on utilisait un téléphone mobile, on pourrait se dire un téléphone mobile en 3G ou en 4G, ça marche. Mais en général, sur un gros événement, en 3G, tout le monde a un téléphone et les cellules 3G sont saturées. Donc, typiquement, c'est le problème qu'on a. Donc, dans ce cas-là, le satellite reste quand même la solution la plus fiable quand on n'a pas de la DSL ou de la liaison Internet. Ça, c'était des moyens dans l'entreprise ou sur site. Et puis, je dirais la dernière façon, pour les gens qui font beaucoup de communication, ça s'adresse probablement à des entreprises très délocalisées et de taille un petit peu supérieure, c'est d'avoir leurs propres outils installés chez eux. Et comme l'a fait l'IBU, comme le fait Pictet également, où ils ont leurs propres outils chez eux, ce qui fait que ils sont totalement autonomes sur leur communication en live. Donc chez Pictet, vous avez un studio? Oui. On a un studio, enfin pas énorme, mais suffisant pour faire des tables rondes, pour faire des interviews. On utilise la green box, enfin pour les non-spécialistes, la possibilité de mettre n'importe quel fond derrière, de faire une conférence de presse sur la plage, si on veut. C'est très agréable dans la banque. Et comment on calcule dans ce genre de cas le retour sur investissement? Parce que c'est un matériel lourd qui demande un investissement important. Alors pour nous, il faut mettre ça dans la perspective d'une banque privée. L'image de marque, c'est pas quelque chose qui se discute de semaine en semaine. On parle sur des années. On veut toujours montrer qu'on est capable d'avoir les meilleurs outils pour le meilleur résultat, que le client est roi chez nous et qu'il a droit à la meilleure communication possible. Et pour nous, je dirais pas qu'on va dépenser n'importe quoi, mais on va se doter des outils nécessaires pour avoir une communication au top niveau. C'était l'introduction des discussions ce matin, de savoir comment on veut communiquer. Et
nous, on doit communiquer bien. Luc Serrano, tout à l'heure, vous nous disiez l'importance du storytelling et donc de raconter une histoire. Mais là, on parlait tout à l'heure d'une vidéo montée, enregistrée. Pour ce qui est des événements en direct, ça a aussi son importance? Les événements en direct, c'est plus le travail de François, c'est plus un travail de TV. Les réalisateurs en direct, c'est des réalisateurs qui sont dans un quart régie, c'est des réalisateurs de plateau qui sont forts. Hein. La personne qui est en train de switcher les caméras et de travailler les champ contre champ est réalisateur. Moi, la couverture d'événements, je la connais pour ce qui est du business, par exemple, pour la rapprocher du cinéma, je couvre le Festival de Cannes. Donc je suis là avant tout le monde, je montre comment les bâches imprimées par HP sont déposées, je monte dans la suite de Dior pour voir comment ça se passe et se filmer de là-haut et faire des timelapses. Et ce que je rends derrière, ce sont des films plus courts qui sont des formes de compte-rendu du festival, en association avec des gens comme Getty Images, qui, eux, vont faire toutes les montées des marches, etc. Donc par définition, Luc, l'événement en direct, il y a plus de risques que ce que vous avez prévu. Finalement, il y a des petits couacs à gauche, à droite. C'est là qu'il faut qu'il faut avoir du métier et puis écrire l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. Et puis encore une fois, on écrit aussi au montage derrière, donc on a quand même plein de sécurité. Est-ce que le style, le ton, on l'imagine, va changer entre une communication qui va être rodée, réfléchie, montée pour être diffusée, qu'une diffusion en direct? Non, on peut conserver la même, on peut avoir du ton, le même ton et de manière, on peut respecter l'image de marque d'une société et son idée, que ce soit du direct ou ça c'est du brief. Je pense que c'est l'affaire des agences de communication. Charlie Crépel. Oui, j'ai aussi un exemple des assemblées générales qui de plus en plus sont diffusées à travers le monde, des grandes entreprises. Et là, naturellement, il y a un risque. Il y a certaines entreprises qui ont arrêté de faire du live, puisque justement, le PDG disait quelque chose qui n'était pas très correct, ou un slide a été présenté qui était le mauvais. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent arriver en live. Donc pour les entreprises, c'est quand même déjà un grand pas d'aller dans le live. Mais encore une fois, je répète, la plupart des clients veulent du live parce que c'est en ce moment c'est très important. Bien, c'est l'instantané, on y revient. Oui. Voilà. Le fait d'être dans l'immédiateté, c'est ce que vous nous disiez, Jacques Lacour. Pour la Banque Pictet, ça veut dire quoi concrètement, cet aspect de l'instantanéité? Il y a un engagement, d'abord, effectivement, de coller à l'actualité, d'être toujours aux prises, de voir un film, c'est pas la même chose que d'avoir un CEO qui s'adresse à vous en disant voilà, la situation est comme ça maintenant. Ça a quelque chose de vécu. Et contrairement à ce que vous disiez, moi je pense que dans le direct, il y a toujours une valeur ajoutée. On est meilleur dans le direct, même s'il peut y avoir des couacs. Mais c'est pour ça que nous, on s'engage justement sur cette sincérité, sur ce direct. Non, c'est pas ce que je disais. Je disais qu'on peut être très bon on stage, en direct, oui. et pas du tout être bon devant une caméra avec un texte préparé. Hein. Tout à fait. C'est ça. Hein. La mise en scène, elle n'intervient jamais en direct. Hein. Par contre, j'abuse un peu, mais ce qui est assez compliqué, c'est que faire du direct, c'est pas seulement mettre une caméra devant la personne qui parle, ça marche pas, ça suffit pas. Sinon, vous faites avec votre PC à la maison du webcam. Quand on fait une conférence, par exemple, on a tout d'un coup 2000 personnes dans la salle. Il faut que ce soit vivant pour les 2000 personnes dans la salle. Donc, suivant ce qu'on va mettre derrière sur des grands écrans, ce qu'il va y avoir comme décor, ce qu'il va y avoir comme ambiance, tout ce qui est autour, c'est important. Mais imaginez qu'après ça, c'est filmé, c'est envoyé dans plusieurs pays, donc il y a les traductions simultanées qui sont importantes. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme image d'attente avant que le spectacle commence ou que la conférence commence? Après, on va faire des visioconférences parce qu'on va l'envoyer dans différentes autres succursales où ils ne peuvent pas nous suivre. Donc, ces visioconférences seront en plusieurs langues, donc il va y avoir plusieurs personnes. Et on se retrouve au départ à filmer une personne, on se dit il y a une personne, une caméra, et puis on a 30, 40, voire 60 personnes derrière pour la technique, pour le seul événement d'une personne qui parle, parce qu'on doit le décliner dans beaucoup de formats différents. On parlait de streaming, on parlait de visioconférence dans la salle, et puis les décalages horaires. L'Asie n'est pas réveillée en même temps que nous, donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le diffuser au milieu de la nuit pour avoir l'immédiateté? Est-ce qu'on va leur faire une version personnalisée au milieu de la nuit chez nous pour qu'eux l'aient en direct? Est-ce qu'on va faire plusieurs conférences ou est-ce qu'on va faire la même conférence qu'on va enregistrer, décaler dans le temps? C'est des questions techniques qui font qu'au lieu d'avoir simplement une personne qui parle, le message est toujours le même, la personne parle, elle dit des choses passionnantes, mais si vous l'emballez bien, vous faites quelque chose de beaucoup plus fort que simplement une personne qui parle. Il suffit de voir Steve Jobs.
Steve Jobs, quand il présentait quelque chose, tout à d'un fait. coup, une caméra, une Luma, une grue venait dans la salle, elle se mettait devant quelqu'un qui était en train de l'appeler. C'est hyper mise en scène, mais lui, c'est un showman, quoi. Et il sait vraiment comment travailler. Et là, on ne parle pas d'un plateau, on parle d'un réalisateur de plateau, de télé, vraiment derrière, qui a une console et qui switch sur Et là, 6, si je me 7 souviens, caméras. dans ce cas-là de l'événement en direct, celui qui va raconter l'histoire, c'est la personne qui est aux manettes, le réalisateur. C'est les deux. C'est la personne qui parle plus le réalisateur. François Vito. Ce que me disait M. Freyfeld au niveau des assemblées générales est intéressant. On l'a remarqué en télévision parce qu'on a un autre phénomène de l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que ce soit les sociétés ou les autorités ont l'habitude de faire des conférences de presse où ils s'adressaient uniquement à la presse. Donc c'était un effectif réduit et quelque chose d'assez maîtrisé. Et nous, en télévision, on a commencé à faire des directs, depuis quelques mois déjà, à faire des directs lors de ces conférences de presse. Donc c'était un phénomène nouveau qui arrivait. On vient avec une caméra, 2 caméras éventuellement, et on se met à faire des directs directement ces conférences de presse. Alors déjà, la presse a dû apprendre à travailler avec nous, puisque effectivement, on supprimait le filtre de la presse qui finalement était entre deux, disait racontait une histoire différemment peut-être qu'un avant-direct. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aussi les gens qui faisaient des conférences de presse n'étaient pas habitués à ça. On a eu des réactions différentes. Alors, on a des réactions typiquement comme Paléo ou Montreux Jazz, ils le faisaient déjà avant. Eux, c'est des showman et aussi, ils ont appris à scénariser leurs conférences, ils ont tout de suite fait des conférences et à maîtriser leur communication, puisque eux-mêmes ont pris des prestataires de services pour filmer leurs conférences. Donc ils maîtrisent l'histoire du début à la fin. Par contre, par exemple, les autorités politiques ont été un peu surprises, se sont retrouvées avec on a eu 2-3 couacs où effectivement tel ou tel conseiller d'État n'a pas vraiment voulu dire ça, n'a pas voulu vraiment montrer cette image-là, et ça a un petit peu frité. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi. Les gens s'habituent à avoir des médias directement en direct pendant les conférences de presse, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on a un phénomène inverse. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, comment faire, messieurs, pour s'assurer que les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ces événements en direct ou d'être face à la caméra, par exemple, est-ce qu'on met en place une formation Michel Croibier, quels sont les outils à disposition de ces institutions? Alors, oui, la première chose, c'est comme tout métier, parler face à une caméra, ça ne s'improvise pas. Donc, nous, on se propose d'accompagner les personnes qui vont parler devant la caméra et de faire un coaching avec des personnes dont c'est le métier, des personnes comme Luc, par exemple. Une personne qui, malheureusement, n'a pas pu être présente ici, c'est Gilles Parker de la BBC, qui travaille aujourd'hui comme consultante, justement, pour aider les entreprises à se comporter face à une caméra, à savoir comment on va le gérer, tout ça. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va faire pas mal d'accompagnement. Et comment s'assurer de savoir que c'est la bonne personne qui parle, Luc? Quand il y a un client qui dit « nous, on veut que ce soit cette personne-là qui parle » et que vous travaillez avec cette personne, mais que décidément, Non, ça dépend. ça ne marche pas. Je crois qu'il faut vraiment séparer deux choses, parce qu'il y a la gestion de crise dans les entreprises, où là, il y a besoin de coaching, je pense. Vraiment. Et il y a la présentation de produits. BV, qui est un très bel exemple. Et où il y a un product manager qui veut présenter quelque chose. Et là, c'est le product manager, on n'a pas le choix, c'est lui qui parlera. Et donc là, je rejoindrai Jacques sur ce qu'il disait, Jacques Lacour, quand il disait on va choper les bons moments, ça va se passer au montage. Et puis voilà, on va pas lui faire perdre beaucoup de temps. Nous, des fois, on est appelé, on a 2 heures pour le filmer, et après, il retourne travailler. C'est pas... Oui, bon, pour le marketing, là, on peut vraiment choisir. Il y a des compagnies qui prennent des acteurs. Des acteurs, voilà. Mais le PDG, on ne peut pas le jouer. Donc, la gestion de crise, et on ne peut pas le choisir. Et là, effectivement, nous, on a remarqué, ça dépend du PDG, quel niveau la vidéo est déjà en place dans une entreprise. La culture de la vidéo dans si l'entreprise. quelqu'un est plutôt timide et n'est pas à l'aise devant la caméra, il ne va pas forcer la vidéo. Et ça vient du top-down, en principe, qu'aujourd'hui, la vidéo se met dans l'entreprise. Mais d'un autre côté, les outils sont très importants pour des questions de sécurité. Si vous savez que le CEO a quelques soucis quand on le filme de trop près ou des choses comme ça, si vous maîtrisez l'outil, si vous avez, comme dans notre cas, votre propre outil, vous assurez au moins d'éviter ce genre de soucis-là. Et puis après, il y a la malveillance volontaire ou involontaire d'un journaliste qui ne retransmet pas forcément tout à fait le propos comme on veut. C'est pour ça que... c'est journaliste. On ne peut pas se fier à la télévision. Non, c'est ce qui est intéressant, ce qui est important lorsqu'on a son propre outil, c'est qu'on peut de nouveau façonner le message ou en tout cas l'emballage dans lequel on met le message.
Et comment gérer, Luc Serrano, d'un côté l'exigence du client, puis de l'autre peut-être les aspirations artistiques du réalisateur ou du metteur en scène? On emploie des mots qui font tilt comme propagande. Non, je plaisante. Non, on est garant de l'image de marque, donc on joue là-dessus, c'est tout. Après, c'est son histoire, c'est son entreprise. On va jamais acquérir la connaissance qu'il a de son produit. Donc là, on le laisse libre. C'est bien le coaching. François Vito. Mais là, effectivement, apprendre à parler à la presse, c'est important. Et effectivement, tout le monde ne sait pas le faire. Là aussi, on a eu plusieurs expériences et on continue à le faire. On ne cherche pas à concurrencer les sociétés prestataires de services privés. Mais typiquement, dans ce domaine-là, on a une carte à jouer puisqu'on a des journalistes. Et puis, c'est arrivé régulièrement que des sociétés ou des partis politiques, on a le même problème avec les partis politiques en période d'élection principalement, viennent apprendre effectivement à parler aux médias chez nous, puisqu'ils se retrouvent dans des conditions d'un vrai plateau éclairé. Déjà, c'est un petit peu plus impressionnant que dans une salle de classe. Et avec un vrai journaliste en face, qui effectivement, en l'occurrence, parfois vous ou d'autres, Nasrat, va expliquer sans donner toutes les clés du journaliste, mais va essayer d'exercer la personne à parler à un journaliste, à répondre à ses questions, va essayer de lui faire comprendre qu'est-ce que le journaliste va chercher, et donc comment effectivement éviter de se mettre en difficulté dans ses propos et de tendre la perche, tendre le bâton au journaliste pour se faire frapper. Et là, effectivement, la télé fait souvent ce genre de choses, c'est-à-dire du média coaching, effectivement. Et dans ces cas-là, je suis beaucoup plus méchant qu'aujourd'hui. Dans ces cas-là. Sur un aspect plus technique, maintenant, Charlie Freffel, quels sont les outils à disposition pour la retransmission en direct? Comme l'a dit déjà Michel Croibier, d'abord il faut assurer d'avoir un Internet, donc une bande passante. Et là, il faut faire vraiment attention parce Est-ce que ça, excusez-moi, l'élément d'Internet a réussi vraiment à baisser les coûts de ce genre de transmission? Absolument. Aujourd'hui, les prix de bande passante sont vraiment très bas. Comparé à peut-être, je vous donne un exemple, il y a 8 à 10 ans, on payait entre 12 et 15 francs le gig. Aujourd'hui, on est dans les centimes. Donc, c'est vrai, ça fait une grande... Voilà, c'est un autre monde. Et aujourd'hui, tout le monde, chaque entreprise certainement, peut faire de la vidéo en live, en direct. C'est pas des fortunes comme c'était auparavant. Mais encore une fois, là, il faut avoir les instruments, il faut avoir soit une compagnie de service qui va s'occuper, parce qu'il faut quand même encore avoir le savoir-faire. Il y a ici nos collègues qui font maintenant le live stream, donc il y a quelqu'un qui doit être présent avec une certaine notion pour la technique, donc ça, il faut quand même faire attention. Et après, justement, d'avoir la diffusion de ce live et aussi de l'enregistrer, parce que c'est très important, donc pour le revoir plus tard, comment on dit, en on demand. Et là aussi, il faut avoir à nouveau l'infrastructure pour diffuser. Michel Croibier. Oui, alors je voudrais ajouter que sur la partie live, vidéo live dont on vient de parler, qui est extrêmement importante, on a vu qu'il fallait apprendre à parler devant une caméra, je dirais qu'aujourd'hui, on va au-delà de ça parce qu'on va apporter beaucoup d'interactivité. Cette interactivité, comme on l'a aujourd'hui, les gens peuvent poser des questions via le chat. On peut avoir des interactivités beaucoup plus poussées que celle-ci, où les gens peuvent directement intervenir via leur webcam. On peut avoir des retours d'images de gens qui vont poser des questions. On a également la possibilité, et je me rappelle une expérience qu'on avait menée avec Luc Serrano pour Hewlett-Packard sur le Festival de Cannes, où tous les invités de cette société, de notre client, recevaient un device HP sur lequel on avait développé une application spécifique qui retransmettait un flux d'informations, photos, textes, vidéos, sur toute l'activité de Hewlett-Packard au sein du Festival de Cannes en tant que grand sponsor du Festival de Cannes. Donc il y avait ces aspects de mobilité aussi qui permettent de donner un rayonnement à l'événement, au-delà de du simple streaming vidéo. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Il y a également les aspects de formation dont on parlera également un petit peu plus tard, mais le live interactif permet aussi d'économiser énormément sur les frais de déplacement. J'ai eu travailler pour des entreprises comme Accor, les hôtels Accor, qui voulaient former l'ensemble de leur personnel dans tous les hôtels à des techniques d'accueil. Déplacer tout le personnel, c'était juste impensable. C'était des milliers de journées perdues. Par contre, faire une formation interactive en live, c'était la solution.
Est-ce que dans ces cas-là, je me fais l'avocat du diable, on ne déshumanise pas cette formation? Le fait d'avoir finalement à travers un écran, c'est autre chose que d'avoir quelqu'un en face de soi, et peut-être qu'on apprend moins vite? Alors, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'interactivité qui vient justement contrecarrer ça. C'est-à-dire que justement, on peut poser des questions, on peut intervenir. Donc là, effectivement, ce n'est pas une émission de télé où on est passif et où on regarde. Là, vraiment, et on est poussé à intervenir. C'est-à-dire qu'on peut très bien prévoir dans le script de l'émission en live d'avoir des moments où on dit, ben voilà, on va donner la parole à telle entité ou telle personne qu'on aura prévenu à l'avance. Elle sait qu'à tel moment, elle sera en duplex et il y a une vraie participation qu'on peut mettre en place. On peut vraiment faire du duplex de cette façon-là. Interactivité, vous avez lâché le mot pour dire à quel point c'est interactif. Une question de notre réalisateur Olivier Tendon qui me glisse à l'oreille. Qu'est-ce que, messieurs, vous pensez de l'application Periscope? En quelques mots, je vois des sourires, Charlie Freffel. Oui, c'est comme il y a Periscope, il y en a d'autres aujourd'hui, aussi comme Snapchat, qui ont aussi les vidéos. Donc c'est dans le social media, comme on dit, c'est là que vraiment ce sont des tendances et qui montrent que chaque enfant utilise la vidéo. C'est pour ça que la vidéo, elle sera présente dans tout partout. Et dans l'entreprise, ça prend encore un peu de temps, mais les nouvelles générations qui seront dans les entreprises, ils voudront communiquer avec la vidéo. Donc, pour moi, naturellement, c'est une mode. Mais c'est quelque chose qui soutient l'utilisation de la vidéo. C'est pour ça que je trouve ça bien. Naturellement, il y aura toujours des risques aussi de qu'est-ce qui se fait passer, qu'est-ce que les gens vont... Parce qu'il faut contrôler. On a déjà vu des histoires, ce qui est transmis sur YouTube et d'autres. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention parce que là, il y a des choses qui sont publiées qui ne devraient pas être publiées. Michel Croibier. Alors, pour rebondir là-dessus, on va même utiliser cette culture du jeu, de l'application, du côté ludique de toutes ces applications qui sont maîtrisées maintenant par énormément de personnes. Et on va construire, là j'aimerais me retourner vers Luc pour qu'il nous parle un petit peu des jeux interactifs qu'on arrive à faire, puis on reviendra vers Jacques peut-être après. Aujourd'hui, on peut tout faire, surtout quand on fait du marketing viral, en fait, quand on veut qu'il y ait une grosse duplication de lecture. Je pense à des opérations comme Tipex. Duplication de lecture. Ouais, c'est-à-dire qu'on jette une vidéo sur YouTube, mais là, volontairement, il se passe quelque chose qui est inhabituel. Par exemple, le type va sortir de la vidéo, prendre du Tipex, changer le titre. Bon, ça, on connaît je ne sais pas si vous avez vu cette opération, mais mondialement, elle a fait un buzz incroyable. Là, on se sert des réseaux sociaux, c'est-à-dire on a des gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui font du seeding. Il y a des entreprises qui ne font que ça. Moi, je travaille avec une entreprise à Londres qui ne fait que du seeding. Elle est là pour que la vidéo soit vue un maximum de fois. Donc il faut bien sûr toujours avoir un contenu intéressant, un storytelling très fort. Mais voilà, en l'occurrence, ça c'est une forme d'interactivité. L'autre chose, c'est quand on a beaucoup de choses à montrer, un contenu lourd. Moi, il m'est arrivé de faire 24 films pour un client, mais contenus dans quelque chose de très interactif, de très ludique. On va sur une adresse internet, on clique, on a tel truc, ça bouge, c'est drôle, il faut beaucoup, l'humour, ça aide beaucoup. Voilà. On a fait un jeu d'aventure. On a fait un jeu d'aventure une fois. On a fait un jeu d'aventure, on ne dira pas pour qui. Ouais. On a fait un jeu d'aventure où c'était l'équivalent des jeux qu'on peut trouver sur le marché, mais en fun et moins long. L'objectif était d'apprendre aux revendeurs à vendre ce produit. Voilà. Et ils apprenaient à travers un jeu d'exploration type Indiana Jones qui était sur le net, interactif, avec un concours. Ceux qui jouaient le plus, qui gagnaient le plus, qui découvraient le mieux les produits et savaient mieux les vendre, gagnaient quelque chose. On parle de quelque chose, on devait être en 2008. Maintenant, c'est totalement dépassé, mais à l'époque, on était précurseurs là-dessus. Enfin, c'était les débuts. Maintenant, on fait des choses qui peuvent être beaucoup plus complexes. Et on se sert beaucoup aussi des réseaux sociaux, de l'environnement naturel, surtout quand on s'adresse à des jeunes publics. Ça devient incontournable. Effectivement, Jacques Lacour. Je voulais parler d'images de synthèse. On parlait tout à l'heure de contenu interactif. Il faut savoir, puisqu'on est des grands pilotes, enfin on parle d'aviation souvent, qu'en aviation, un pilote de ligne fait toute sa formation sur un avion qui ne vole pas, qui est au sol sur un simulateur. Et la première fois qu'il prend les commandes pour de vrai de l'avion, il y a déjà des passagers derrière. C'est quand même quelque chose qui a changé un peu notre manière de voir les choses. Alors quand vous faites de la vidéo, quand vous faites des conférences, on fait de l'événementiel, si vous pouvez amener des images de synthèse, si vous pouvez amener du contenu que la personne manipule pendant la conférence, c'est quelque chose d'extraordinaire.
si vous êtes un scientifique, par exemple, d'aller vous promener, ou par exemple, parlons de médecine, si vous pouvez expliquer comment est fait l'articulation de l'épaule et puis que vous tournez l'épaule, vous enlevez telle partie pour mieux voir l'os, comment il est imbriqué, c'est tout de suite beaucoup plus passionnant comme message à faire passer. Donc on travaille beaucoup, en tout cas c'est à mon avis un sujet d'avenir, les images de synthèse, et puisqu'on parle de production vidéo et de construire des contenus, d'avoir des contenus interactifs utilisables directement dans l'événementiel. Et il y a une société, par exemple, à Genève, c'est Ulrich Fischer qui développe ce genre d'outils, qui fait des balades interactives historiques. Ça s'adresse principalement au tourisme, mais aussi à des entreprises qui veulent montrer des choses. C'est-à-dire qu'ils filment un multiple contenu, c'est un peu difficile à expliquer, mais enfin filme à la fois dans le temps des événements qui se sont passés, des genres justement caméra 360 dont on parlait tout à l'heure pour avoir une vision 360, et puis la personne qui va visiter une ville, tout d'un coup dit moi j'aimerais bien voir comment étaient les murailles à tel endroit, chausse des lunettes du genre Google qui lui permet de tourner la tête. La fameuse réalité augmentée. La réalité augmentée qui lui permet d'avoir un commentaire qui lui dit voilà, dans le temps les murailles étaient à telle hauteur, voir les images, puis tout d'un coup elle dit mais moi ça m'intéresse pas, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut manger comme glace, et automatiquement et là le glacier qui est juste là derrière qui vient. Donc on parle de contenu direct ce matin, mais le contenu augmenté, ou enfin tout ce qu'on peut rajouter, c'est quelque chose d'avenir. C'est pas facile, il y a encore beaucoup de choses à défricher, à découvrir, mais à mon avis, j'allais dire une vision d'avenir, c'est plus qu'une vision d'avenir, c'est une réalité d'avenir. Au-delà de la communication, on est dans l'expérience. Tout à fait. Mais ça vient vite. Les nouveaux explorateurs sont dans la vidéo, c'est ce qu'on comprend. François Vito. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est un peu un virage au niveau de l'obsolescence de la vidéo. Jusqu'à présent, la vidéo, c'était quand même un film qu'on faisait, qui avait un début, qui avait une fin, même sur YouTube. Je veux dire, il y a un but, c'est monté, c'est réfléchi. C'est un peu comme une photo qui est figée dans le temps. Maintenant, la vidéo commence à être de plus en plus obsolescente, c'est-à-dire qu'elle va disparaître, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en fiche, on l'utilise comme moyen de communication sans chercher à la faire bien. Periscope, c'est exactement cet exemple-là. C'est-à-dire qu'on communique pendant 30 secondes, ça a disparu, après c'est fini. Regardez les jeunes maintenant, c'est intéressant, quand ils font leur devoir le soir, moi je le constate avec ma fille, ils se communiquent entre eux par vidéo. Ils disent regarde, tu fais ça, puis tu fais cette équation comme ça, et puis l'autre répond par vidéo. Ils utilisent la vidéo comme un média de communication, comme le téléphone, comme le SMS, comme tout autre. Et c'est entré dans leur langage de communication. C'est plus quelque chose qu'on cherche à faire bien et à finir et à terminer, quoi. Michel Croibier. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a cette culture de la vidéo. Là, on parle de communication interne à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il est important que l'outil soit utilisé au quotidien dans l'entreprise. Donc, il est important qu'il soit bien intégré dans les workflows de travail. C'est pour ça qu'il est important que les outils qu'on utilise s'intègrent facilement dans les intranets, qu'il n'y ait pas besoin de faire des grosses manipulations pour la personne qui est devant son poste de travail si elle veut juste communiquer en vidéo, soit en recevant une vidéo, soit en émettant une, soit en dialogue. Donc porter un soin particulier à l'intégration dans l'intranet pour que les gens se l'approprient. Si on fait quelque chose de magnifique mais que les gens ne l'utilisent pas, on a perdu. Donc voilà, l'appropriation, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a un change management à faire, en particulier avec les personnes un peu plus âgées, avec les jeunes, c'est eux qui vont nous en apprendre. Je suis tout à fait d'accord. Donc, l'assistante doit être capable de publier une vidéo sans devoir faire un cours de je ne sais pas combien de jours. Donc, ça doit être comme un PowerPoint, vraiment facile à utiliser. D'ailleurs, c'est pour ça que notre produit s'appelle Simplex, parce qu'il est simple à utiliser. Et je crois que c'est vraiment très important. On arrive au terme de cette deuxième table ronde. Un mot, on l'a évoqué tout à l'heure brièvement, les questions de coûts. Michel, à vous entendre, ça va tellement vite. Est-ce que pour une entreprise, ça vaut encore la peine d'investir sur des outils relativement lourds, alors qu'on sait que peut-être que dans à 5 ans maximum, ce sera dépassé? Alors, je pense qu'effectivement, sur certains outils, c'est nécessaire. Si on parle d'investir dans un studio, parce qu'on en a besoin tous les jours, une entreprise qui tous les jours communique auprès de ses succursales. Le studio est nécessaire parce que louer un studio au quotidien, il vaut mieux l'avoir chez soi et le maîtriser. Quand il s'agit plutôt je dirais de la diffusion,
des formats vidéo. Évidemment, il y a des nouveaux téléphones qui sortent tous les jours, les formats évoluent. Et dans ce cas-là, je conseillerais plutôt de travailler dans un mode de cloud, avec du service, où vous n'avez pas à vous-même upgrader vos propres systèmes, mais vous appuyez sur une société qui va mutualiser tout ça. La vôtre, par exemple. Par exemple. Ou celle de Charlie Friedel. Voilà, exactement. Et là, j'aimerais ajouter qu'on a des updates presque chaque mois, uniquement pour assurer justement la qualité ou bien que le format puisse être adapté. Et les grands éditeurs comme Google et Apple, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur format. Il y a des nouveaux formats qui vont venir dans 2-3 ans. Donc, il faut être à la hauteur. Et je crois qu'une entreprise, elle doit s'occuper d'être toujours à jour. Ce serait impayable. On a bien compris. Quelques questions peut-être pour clore cette deuxième partie, Michel. Je dirais qu'on a abordé un petit peu tous les sujets, c'est pour ça qu'on a déjà répondu en grande partie. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le contenu d'abord. Eh ben, je crois que là, ça reste vrai, encore une fois. On communique en interne, mais qu'est-ce qu'on veut communiquer, comment? Et je dirais faire peut-être un peu plus qu'en communication externe qui ne touche que les services de communication. La communication interne touche tout le monde, tous les salariés de l'entreprise. Donc le change management, l'accompagnement, là, est très important. Voilà, merci beaucoup messieurs pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve cet après-midi pour 3 nouvelles tables rondes. On évoquera l'apprentissage en ligne, l'e-learning. On évoquera ensuite, ça sera à 13h45 pour la prochaine table ronde. 14h45, les archives et le management des droits, notamment les droits d'auteur. Et on terminera à 15h45 sur tout ce qui est IT et sécurité. Merci de nous avoir suivis. Bonne pause, bon appétit. On se retrouve donc à 13h45. À tout à l'heure.